Merci. Alors, il est vrai que le sujet de ma présentation était un peu plus général, basé sur les actualités dans les leucodystrophies, mais j'aimerais peut-être pointer plutôt sur quelque chose qui est d'une actualité extrêmement récente et une avancée thérapeutique majeure dans la leucodystrophie métachromatique. Et donc, on va plutôt se cibler sur cette pathologie en particulier le temps de cette présentation. Et elle fait effectivement suite à la présentation de Guy, et vous verrez qu'on va aussi parler de ces nouvelles stratégies thérapeutiques en lien avec les ARN. Alors ici, ce sont plutôt des ARN viraux. Alors, pour faire presser, c'est le petit. Donc, c'est là. Voilà. Alors, il y a un intérêt. Voilà, je vais vous présenter un médicament qui est porté par Orcade Thérapeutique, et j'ai eu l'occasion de faire partie du board scientifique et de défendre ce médicament auprès de l'HAS. Alors, la leucodystrophie métachromatique, c'est une pathologie lysosomale. Comme vous le savez, ce sont des pathologies par accumulation de produits qui vont altérer la fonction de ces lysosomes. Alors, dans la leucodystrophie métachromatique et dans la cascade de dégradation du céramide, vous avez la leucodystrophie métachromatique qui se trouve ici, en fait, où la dégradation des sulfatides en galactocéramide va être altérée par le non-fonctionnement en fait de l'enzyme qui s'appelle l'arylsulfatase A. Vous voyez qu'on a déjà parlé de certaines de ces maladies ce matin, comme la maladie de Gaucher. Hein, toutes ces pathologies font partie un peu de la même cascade de dégradation lipidique. Lorsque cette enzyme est altérée, donc avec mutation homozygote ou hétérozygote composite pour une maladie autosomique récessive dans le gène ARSA, on va avoir une accumulation, donc un déficit de l'activité enzymatique et une accumulation de sulfatides en amont, qui sont les substrats qui normalement auraient dû être dégradés. Ceci va être responsable de symptômes à la fois du système nerveux central et du système nerveux périphérique, mais également des signes éventuellement extraneurologiques au niveau des voies biliaires, au niveau rénal. Et on sait, à travers les études de physiopathologie, que ces sulfatides sont extrêmement délétères pour la myéline du système nerveux central et périphérique, avec un processus de démyélinisation qui va être secondaire à cette accumulation, entraînant rapidement des troubles moteurs cognitifs progressifs jusqu'au décès des patients. Alors, voilà. Il existe plusieurs formes cliniques de ces pathologies en fonction de l'activité enzymatique résiduelle. Les formes les plus classiques, les plus fréquentes et les plus graves sont les formes infantiles tardives qui surviennent avant l'âge de 30 mois. On parle ensuite de formes juvéniles entre l'âge de 30 mois et l'âge de 16 ans, qui représentent à peu près 20 à 30% des formes. On les sépare en fait selon des formes juvéniles précoces qui sont sans doute aussi plus sévères et qui ressemblent probablement à la forme infantile tardive dans son évolution, des formes juvéniles tardives qui sont plus lentement progressives et qui ressemblent un petit peu plus aux formes de l'adulte qui surviennent après l'âge de 16 ans. Typiquement, on aura une IRM qui va être très altérée très rapidement avec une atteinte de la substance blanche tout à fait typique, assez diffuse, et vous voyez cet aspect un peu tigroïde, moucheté de la substance blanche, ça c'est tout à fait typique d'une leucodystrophie métachromatique, en tout cas dans les formes pédiatriques. Et puis pour s'aider pour le diagnostic, on aura un électromyogramme qui sera pathologique du fait de l'atteinte du système nerveux périphérique. Vous pourrez faire le dosage sanguin de l'arylsulfatase A qui va être en général effondré, enfin en fonction de l'activité résiduelle également. Vous allez doser également au niveau des urines les sulfatides qui, eux, à l'inverse, vont être très augmentés. Et puis, bien sûr, la biologie moléculaire permettra de faire le diagnostic de l'anomalie génétique dans le gène ARSA. Il faut faire simplement attention à la présence d'un pseudo-allèle de l'arylsulfatase A qui peut donner faussement une activité arylsulfatase basse, mais vous aurez des sulfatides urinaires dans ces cas-là qui seront normaux, et donc le patient n'est pas porteur d'une leucodystrophie métachromatique dans ce cas-là, mais il a une activité sanguine basse de son arylsulfatase. Donc c'est un petit piège, donc toujours penser à faire arylsulfatase plus sulfatide quand on pense à ce diagnostic. Alors, c'est une pathologie, en tout cas dans les formes infantiles et les formes juvéniles précoces, qui est extrêmement sévère. À partir du moment où les patients vont commencer à avoir des symptômes, donc avant 30 mois dans les formes
infantile tardive et entre 30 mois et 6 ans dans les formes juvéniles précoces. Ce sont des patients qui vont perdre assez rapidement leur fonction motrice, leur capacité langagière, leur capacité cognitive. Ils vont également perdre sur les fonctions sensorielles, que ce soit en audition et en capacité visuelle. Ils vont avoir également une spasticité importante, un syndrome pyramidal progressive, et puis la possibilité d'avoir des crises d'épilepsie jusqu'à un stade grabataire et un décès habituel en quelques années. Alors, vous voyez ici l'évolution classique de l'atteinte motrice. Ici, le point de départ est le début des symptômes, au début de la pathologie. Vous voyez que la perte des acquisitions motrices jusqu'à un score GMFC 5, où en fait l'enfant n'est plus capable de tenir assis, se fait dans les formes infantiles précoces en l'espace de 3 ans. Dans les formes juvéniles tardives, on peut prendre en l'espace de 6 ans et demi, 7 ans. Et la perte cognitive et la perte de la parole, hein, on est à peu près sur le même schéma avec voilà, des enfants qui vont perdre dans les formes infantiles tardives la parole en l'espace de 3-4 ans, et pareil en juvénile précoce en l'espace de 6 ans, avec un décès moyen dans les formes infantiles en 4 ans et un décès moyen dans les formes juvéniles. Alors là, c'est plus large, hein, ça englobe l'ensemble des formes juvéniles et précoces et tardives en 17 ans. Alors, quelles sont les stratégies thérapeutiques qui ont pu être développées dans ces pathologies du lysosome? Alors, Guy en a un petit peu parlé. On peut avoir des stratégies de réduction de substrat, c'est-à-dire imaginer de réduire le taux de sulfatide en amont de l'enzyme déficitaire. Il peut exister bien sûr des stratégies d'apport de l'enzyme qui ne fonctionnent pas par des enzymothérapies substitutives. Il existe également des stratégies parfois de chaperone pharmacologique pour aller modifier ces substrats qui s'accumulent dans un organelle. Et puis, bien sûr, vous connaissez voilà, le développement des stratégies de thérapie génique, alors soit sous les formes CRISPR-Cas9 ou d'autres via l'utilisation des virus ARN. Et puis, ces stratégies dont on a parlé également, soit de greffe cellulaire, de cellules souches hématopoïétiques pour apporter des cellules qui sont capables de compenser le déficit enzymatique. Alors, dans la leukodystrophie métachromatique, hein, le traitement historique, c'est la transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques. Donc, on va faire une greffe de cellules souches allogéniques, soit à l'aide d'un donneur intrafamilial, soit à l'aide de sang de cordon ombilical. Et dans ces cas-là, c'est un donneur extrafamilial. Je vais revenir sur ces différentes stratégies. On peut imaginer aussi, et certaines études ont été faites dans l'idée d'une enzymothérapie substitutive, alors soit intraveineuse, soit intratécale. Et puis, des essais de thérapie génique directe in vivo, où on va directement apporter, avec l'aide d'un vecteur viral, le gène déficitaire chez les patients ont également été testés. Et puis, je vous parlerai surtout de cette stratégie dont Guy a parlé également, qui consiste donc à transplantation autologue de cellules souches hématopoïétiques ou progénitrices qu'on a traitées ex vivo avec l'aide d'un antivirus auquel on a ajouté le gène déficitaire. Alors, pour vous redire un mot du traitement historique qui est l'allogreffe, c'est un traitement donc soit par donneur intrafamilial ou sang de cordon extrafamilial. Le problème de ces allogreffes, c'est que en fait, il faut compter à peu près 12 mois pour que la greffe soit efficace. Donc, vous avez vu l'évolution naturelle de la pathologie chez ces patients qui se dégradent à une vitesse grand V en quelques mois, quelques années. Et donc, ces traitements n'ont pas montré d'efficacité pour arriver à stopper la pathologie dans les formes infantiles tardives ou juvéniles précoces. En revanche, ça reste le traitement d'actualité pour les formes juvéniles tardives et les formes de l'adulte. Donc, quand on diagnostique un patient avec une forme tardive, il faut présenter ce patient pour envisager une allogreffe. Néanmoins, l'allogreffe, quelle que soit la forme, a une efficacité, alors, dans les formes tardives sur le système nerveux central, mais ne semble pas avoir d'efficacité pour bloquer l'évolution de la neuropathie périphérique démyélinisante. Ici, ce sont les résultats plutôt des formes infantiles tardives et juvéniles précoces pour montrer que même les patients greffés ou non greffés en allogreffe, en tout cas, on avait des scores cognitifs et des scores moteurs qui s'effondraient dans tous les cas, et donc pas d'efficacité de ces thérapies. Alors.
Voilà, ici, ce sont à peu près les mêmes résultats, un peu plus récents sur l'étude des formes juvéniles. Alors, 24 patients ont été traités et comparés à 41 patients qui n'avaient pas été transplantés. Les taux de survie étaient à peu près les mêmes dans ces formes juvéniles. Les scores moteurs étaient peut-être un peu stabilisés dans les formes transplantées, tout comme les scores cognitifs, mais avec une évolution effectivement de la neuropathie démyélinisante qui était dans tous les cas plutôt péjorative. Concernant l'enzymothérapie substitutive, donc on a eu en 2020 les résultats de cette première étude sur un essai de traitement par ARSA combinante humaine en intraveineux, où les patients étaient traités avec une enzymothérapie tous les 14 jours. 13 enfants avaient pu être inclus dans cette étude avec 3 doses différentes d'enzymothérapie. Ils ont été traités dans l'étude Princeps sur 1 an, et puis il y avait une phase d'extension ensuite de 24 mois. L'étude n'a pas montré d'efficacité évidente, avec un arrêt de l'étude prématuré qui a eu lieu pendant la phase d'extension en raison de l'absence d'efficacité. Alors, quand même un élément de cette étude sur l'enzymothérapie substitutive qui est intéressant et qui peut questionner. Il n'y a pas eu d'effet indésirable grave malgré la continuité de l'évolution de la pathologie chez les patients qui ont continué à se dégrader sur le plan moteur et cognitif. Les scores IRM ont continué à se dégrader également. En revanche, il y avait peut-être une stabilité qui a été constatée dans les conductions nerveuses périphériques, avec peut-être quand même une certaine efficacité à l'inverse sur le système nerveux périphérique pour ces patients. Et donc, voilà, les patients qui ont été traités, en tout cas, vont continuer à être suivis sur le plan de ces données. Et voilà, la conclusion était qu'il fallait peut-être essayer de traiter ces patients plutôt en intratécal qu'en intraveineux direct. Alors, je n'arrive pas à passer les diapos très, très efficacement. Hop. Oui, bloqué. Ah, voilà. Non, ça, je suis revenue en arrière. Je pense que je vais déjà présenter celle-ci. Hop, voilà. Voilà, bon, désolée. Il y a un essai qui est en cours. Enfin, il y a eu un premier essai d'enzymothérapie intratécale, mais ces essais se poursuivent actuellement pour voir si on avait une meilleure efficacité en traitant directement les patients à travers un apport directement dans le LCR. Les résultats sont à peu près équivalents. Il n'y a pas eu une efficacité majeure. Les patients ont continué à se dégrader sur le plan moteur, avec peut-être un peu plus de stabilisation, un peu plus de lenteur d'évolution lorsqu'on traite ces patients à forte dose d'enzymothérapie, et également une stabilité constatée sur le système nerveux périphérique. De ce fait, en fait, voilà, l'essai se poursuit, mais avec des doses encore supérieures d'enzymothérapie pour essayer de voir si, en augmentant la dose, on essaie d'augmenter l'efficacité, sachant que c'est plutôt bien toléré par les patients. Alors, concernant les thérapies géniques directes, c'est-à-dire on va essayer d'apporter, avec l'aide d'un vecteur viral, directement le gène ARSA dans le système nerveux central. Alors, il y a un essai qui est en cours a priori en Chine, dont je n'ai aucune information à vous donner. Voilà, il n'y a pas de publication à ce sujet. En tout cas, il est répertorié dans Clinical Trials. Et il y a eu un essai mené par nos collègues sur voilà, un apport d'ARSA avec l'aide d'un vecteur viral Rhesus AAV10. Cet essai a traité 4 patients et il n'y a pas eu voilà, d'efficacité pour stopper l'évolution de la maladie chez les patients traités directement en intracérébral. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais en tout cas, les résultats sont accessibles si vous le souhaitez dans Clinical Trials. Oh, on va y arriver. On met du suspense. Alors, je ne suis pas... Oui. Eh bien, eh bien. Non, 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 bah, ça va venir. Bon, on va faire comme ça. Oui, bon, voilà. Alors, la stratégie thérapeutique dont je vais vous parler maintenant, en fait, est celle que Guy a évoquée.
en fait, on va par aphérèse récupérer les cellules souches hématopoïétiques et progénitrices du patient. Ces cellules souches ex vivo, on va les traiter avec l'aide d'un vecteur viral auquel on a ajouté le gène déficitaire, enfin on va rajouter le gène normal bien sûr pour apporter au patient le gène normal. On va traiter ces cellules souches hématopoïétiques et ensuite on va réinjecter au patient ses propres cellules une fois traitées. Donc c'est pour ça qu'on parle de thérapie génique ex vivo et d'autogreffe, parce que ce sont les propres cellules du patient qu'on va lui réinjecter. Alors, je vais vous parler donc de ces résultats-là, d'autant plus que voilà, une nouvelle molécule a donc obtenu une autorisation d'utilisation en France depuis avril 2021 en accès précoce. Alors, le nom de la molécule, atidasargène autotemcel, je vais le dire une fois, mais pas deux. On l'appelle Arsacel également. Ou Limmeldi dans son nom commercial. Cette autorisation a été obtenue pour les formes présymptomatiques, infantiles tardives et juvéniles précoces, suite à un essai thérapeutique qui a eu lieu en Italie avec nos collègues de Milan. Cet essai thérapeutique a commencé en 2013 et vient d'être publié en janvier 2022 dans le Lancet. Donc, cet essai italien a inclus 28 patients qui ont été traités dans l'essai, plus quelques patients qui ont bénéficié d'un accès précoce compassionnel. Donc, au total, 35 patients ont pu être analysés sur ces données. Ces patients ont été comparés à une cohorte d'histoire naturelle. Bien sûr, il n'y a pas eu de groupe placebo, parce que vu la gravité de la pathologie, ça n'était pas éthique de faire de groupe en placebo et un traité. Donc, en fait, les patients ont été comparés à des patients histoire naturelle qui souvent pouvaient être aussi leur grand frère ou leur grande sœur atteints de la pathologie, avec une évolution malheureusement classique de la pathologie chez les patients qui étaient dans l'essai, soit asymptomatiques, soit à ce moment-là paucisymptomatiques. Il y a eu quelques patients qui étaient paucisymptomatiques dans l'essai. Alors le premier résultat, et qui était l'un des principaux outcomes de l'étude, était de voir si on restaurait l'activité ARSA au niveau sanguin et au niveau du LCR. Donc, effectivement, dès 3 mois, en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à restaurer une activité ARSA dans le sang chez les patients. Cette activité était même supraphysiologique, c'est-à-dire que les patients ont un taux d'ARSA qui est supérieur à la normale. Et dans le LCR, on retrouvait des taux normaux. L'autre outcome principal était la survie de ces patients. Et donc, vous voyez, contrairement à... J'ai pas de flèche, c'est dommage, mais si j'arriverai peut-être à vous le flécher, voilà. Contrairement, bien sûr, au groupe Histoire naturelle, qui est représenté en noir et ici en bleu clair, vous voyez le groupe traité, bien sûr, la survie qui a été complètement modifiée, totalement chez ces patients. Il y a eu quelques décès, effectivement, dans les patients avec forme juvénile précoce, mais parce qu'il y avait quelques patients qui étaient paucisymptomatiques et dont on n'a pas pu freiner l'évolution de la pathologie alors qu'ils avaient déjà commencé leurs symptômes. Ici sont représentées en fait l'évolution des scores moteurs à travers la GMFM 88 et puis les quotients de développement cognitif des patients traités. Alors, ce sont des résultats à 2 ans et à 3 ans post-thérapie, sachant que l'essai a commencé en 2013 et on a actuellement 9 ans de recul sur les premiers patients traités, avec des résultats tout à fait encourageants, avec des patients qui ne vont pas évoluer dans leur pathologie outre mesure à 9 ans d'évolution, de traitement. Vous voyez, la différence est flagrante des scores moteurs entre la cohorte histoire naturelle et bien sûr les patients qui ont pu bénéficier du traitement avec des maintiens de scores GMFM qui sont tout à fait conséquents, que ce soit dans les formes infantiles tardives ou dans les formes juvéniles précoces, tout comme les scores de développement cognitif qui par rapport à l'histoire naturelle, vous voyez que les scores s'effondrent très très vite et sont complètement nuls quasiment très rapidement. On garde des scores, vous voyez la partie grise correspond aux scores normaux attendus pour l'âge des enfants qui restent dans leur courbe de développement. Concernant les scores IRM, là aussi, on montrait une stabilisation. Alors, il y a un score IRM qui va jusqu'à 31 dans la leukodystrophie métachromatique. Quand on est à 0, on va bien. Quand on a 31, on a une IRM complètement d'une atteinte complètement sévère, avec atrophie également, en plus des atteintes
de lésion de la substance blanche. Ici, un patient traité qui a gardé un score IRM inférieur à 5 au cours de l'évolution jusqu'à 90 mois, 7 ans après sa thérapie. Ici, il était comparé à son frère qui, à 31 mois, vous voyez, avait une atteinte de la substance blanche qui était beaucoup plus conséquente avec un score IRM à 19. Et ici, un patient qui n'était pas apparenté, que l'on a comparé sur son évolution naturelle avec, à 56 mois, un score IRM qui était à 19. Alors, sur les vitesses de conduction périphériques, sur le système nerveux périphérique, ce qui a été montré à 2 et 3 ans, c'est qu'il y avait peut-être une limitation de l'évolution de la neuropathie périphérique, pas complètement. Les scores restent diminués par rapport à la norme, avec des vitesses de conduction qui sont un peu altérées, mais qui évoluent moins vite que dans l'histoire naturelle de la pathologie. Donc, avec, semble-t-il, quand même une certaine efficacité, même si elle est partielle, sur le système nerveux périphérique, et qui serait peut-être expliquée par le fait qu'on apporte avec cette thérapie un taux d'ARSA qui est supraphysiologique, comme vous l'avez vu dans le sang, et qui peut-être permettrait une meilleure entrée, ce qui est supposé, dans le système nerveux périphérique, que par une stratégie de simple apport par l'allogreffe, qui apporterait peut-être des taux plus standards d'ARSA au niveau sanguin. Alors, okay. Voilà, en termes d'effets indésirables, globalement, le traitement est bien supporté. Les effets indésirables majeurs, ils sont essentiellement liés au conditionnement lié à la greffe, parce que bien sûr, il faut traiter ces patients, faire une immunosuppression le temps de la greffe, avec un risque vital qui n'est pas négligeable, qui existe au moment de cette autogreffe par rapport aux stratégies qui sont à mettre en place. 4 patients ont développé un niveau faible d'anticorps anti-ARSA, mais qui ne se sont pas traduits par quelque chose de clinique et qui ne semblent pas avoir altéré l'efficacité du traitement. Il y a eu 3 décès dans l'essai thérapeutique de patients qui étaient polysymptomatiques sur une forme juvénile précoce et dont la pathologie a continué à évoluer malgré le traitement. Et un patient qui est décédé d'un infarctus cérébral ischémique à 13 mois après le traitement, sans qu'on ait d'explication très évidente sur la cause de cet AVC. En tout cas, après 9 ans d'évolution, aucun patient n'a développé de tumeur maligne, bien sûr, aucune expansion clonale anormale et aucune détection d'une réplication virale anormale par rapport au lentivirus à distance de la thérapie. Y arriver. Voilà, écoutez, je vais terminer là-dessus pour vous dire en tout cas que on change complètement l'histoire de ces patients lorsqu'on peut les traiter, vous l'avez vu, à un stade asymptomatique. Alors, asymptomatique, ça veut dire que à l'heure actuelle, on traite des petits frères ou des petites sœurs de patients pour lesquels on a fait le diagnostic d'une forme infantile précoce ou juvénile tardive. Peut-être que les choses évolueront si, vu l'efficacité de ce traitement, on arrive à obtenir un éventuel dépistage néonatal de la pathologie. Ça reste une pathologie grave. Je ne pense pas que le traitement va changer notre attitude en prénatal, parce que la lourdeur de la thérapie, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Il existe un risque vital quand même par le processus d'autogreffe. On ne peut pas traiter les patients dès la naissance. C'est un traitement qui ne peut se faire qu'à partir de 6-7 mois, parce qu'il faut un certain poids de l'enfant pour pouvoir faire une aphérèse et le protocole. Donc, sur des pathologies infantiles tardives qui peuvent commencer, où les symptômes, des fois, peuvent commencer vers 12 mois, vous voyez le créneau que l'on a pour essayer de traiter ces enfants, qui est vraiment entre 6 et 11 mois, avec une urgence thérapeutique qui va être là pour nous, sachant quand on sait qu'on a un patient concerné, c'est une RCP urgente pour déclencher l'indication, une RCP nationale où on se regroupe pour dire oui, il faut y aller. Il y a un seul centre greffeur actuellement qui est l'hôpital Robert Debré à Paris, et la procédure entre le moment où vous faites l'aphérèse et le moment où vous pouvez réinjecter les cellules au patient est d'à peu près 2 mois. Donc, il faut aussi que la pathologie n'ait pas évolué dans ce temps-là aussi. On se réunit en RCP avant de réinjecter le patient pour être sûr que sa pathologie n'ait pas évolué et qu'on reste bien dans l'autorisation de la HAS.
Voilà ce que je peux vous dire sur cette nouveauté qui me semble importante pour nos patients.